et le SCD de Nanterre sont ravis de vous accueillir dans ce nouveau webinaire, le premier de l'année 2026 et certainement pas le dernier. Donc, je suis Éléonore Clavreul et au CFIBD, je suis vice-présidente chargée du lien avec les bibliothèques de lecture publique. Pour ceux qui assisteraient à un webinaire du CFIBD pour la première fois, je rappelle juste que voilà, dans les missions du CFIBD, il y a cette mission essentielle qui est d'aider les collègues français à participer à des instances internationales et à prendre leur part dans la grande discussion entre bibliothécaires au niveau international. Et ces webinaires, évidemment, nous avons une manière très facile de remplir cette mission qui est de sélectionner des collègues pour qu'ils bénéficient de bourses et aillent directement au congrès, mais les webinaires nous aident également à remplir cette mission. Et normalement, le sujet d'aujourd'hui doit y participer concrètement parce qu'il n'est pas rare à l'international qu'on vous propose, qu'on vous laisse la possibilité de présenter des posters. On est assez content de ce format puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et voilà, et comme ça vient de vous être dit, vous avez à votre disposition un chat. Chaque intervenant, et je remercie tous nos intervenants de la journée, se présentera avant de prendre la parole, ce qui permet d'être précis, concis et surtout juste, car je pourrais dire des bêtises si je le faisais moi-même. Donc, chaque intervenant se présentera avant de prendre la parole et entre chaque intervention, il pourra répondre aux questions que vous poserez. Voilà. Et donc, tout ça sera géré. Et donc, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous retrouve à la fin de cette session. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans un webinaire organisé, comme l'a dit Éléonore, par Nanterre, le CFIBD et l'Urfiste de Bordeaux. Avant qu'on commence le programme de la journée, un petit propos liminaire en quelques minutes pour poser un cadre général. Donc moi, je m'appelle Cécile Swiatek, je suis la directrice de la BU de Nanterre et j'ai un bureau que je n'arrive pas à flouter. Voilà. Ceci étant posé, qu'est-ce que c'est qu'un poster de conférence? Quel est le principal intérêt, le principal attendu qu'on peut avoir vis-à-vis de la fameuse poster session, qu'on soit intervenant au congrès ou présentateur du poster? Quels sont les enjeux pour une bibliothèque à se mettre en visibilité? C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dans notre culture. Et quel est l'impact ou l'intérêt pour une bibliothèque à collecter les affiches scientifiques produites par son établissement, par les chercheurs, par d'autres. Donc, très rapidement, retour vers le poster. Je vous fais tout petit peu d'histoire. On retrouve des traces de premières conférences scientifiques, académiques sous une forme ou une autre vers les années 1860 environ. 1860, pourquoi? Parce que c'est la date de la première conférence scientifique dure organisée en Allemagne, mais il a fallu attendre à peu près un siècle pour qu'on passe de la conférence soit club, soit magistrale, à une conférence qui intègre des sessions d'affichage. Les premiers affichages, on les a vus dans les années 1960. Alors, c'était des formes de diagrammes, d'images, graphiques, mais au sens pur et dur du hardcore graphique. L'idée, c'était vraiment de ne pas avoir de texte, mais de pouvoir aider les chercheurs à communiquer sur le contenu de leurs recherches et de leurs travaux avec un support tangible, parce que dans les années 60, on avait le diaporama, enfin, c'est pas tout à fait ça non plus. Donc, c'était assez pratique pour eux. Le texte s'est quand même assez rapidement imposé et l'expression session d'affiches, elle était déjà courante dans les années 1970 dans des conférences de différentes disciplines. Et en 1975, la conférence américaine de physique a introduit réellement cette pratique en tant que telle. Et depuis, suite à un accueil très favorable, depuis, on le voit fleurir dans différentes sessions, dans différents milieux universitaires, intellectuels, voilà, pour des modes de diffusion un petit peu alternatifs, pour présenter des projets
des process, des réalisations ou des résultats. Je vais vous mettre dans le chat, parce que quand même, on a un petit cœur de bibliothécaire, un article sur le poster comme pratique de lecture debout d'ailleurs dans le monde scientifique, et puis quelques autres petites ressources qui vous permettront de voir un petit peu comment ça s'est développé, comment ça s'est mis en place. On a des collègues peut-être de l'ULB dans la salle, bien évidemment sur le site de l'Université libre de Bruxelles, on a Boussole qui indique ce que c'est qu'un poster scientifique, comment ça fonctionne par rapport à un diaporama, comment ça doit se monter. C'est une ressource qui est concise, donc je vais vous la proposer. Comment est-ce que ça se scénarise, comment est-ce que ça se met en scène, pour parler plutôt des bibliothécaires et ensuite leur passer la parole. Il y a plusieurs enjeux pour les bibliothécaires, soit à présenter des posters, soit à les collecter, soit à former d'autres communautés à en réaliser. Donc aujourd'hui, on verra avec Gilles Morinière notamment comment est-ce qu'on peut guider et former des doctorants, des étudiants, des chercheurs à produire des affiches de conférences. On verra avec Raphaël quelle est la méthode pour nous-mêmes produire des affiches pour les conférences professionnelles, avec différents exemples de différentes cultures professionnelles, que ce soit des graphistes, des collègues des bibliothèques qui interviennent. On pourra voir comment ça se réalise. Donc, bibliothécaires, créateurs de contenu. Et puis, bien évidemment, à travers les liens qu'on va vous envoyer, on souhaite, même si on ne le traite pas aujourd'hui, mais évoquer le fait de collecter les affiches, d'organiser des collections d'affiches scientifiques, montrer en quoi c'est une collection de recherche qui remonte maintenant, vous le savez, aux années 60-70, avec parfois des photographies souvenirs assez émouvantes. C'est sur le mot émouvant que je vais céder la parole à notre première intervenante, notre premier intervenant aujourd'hui. Donc, c'est Gilles Morinière, qui est responsable de la formation des usagers au service commun de la documentation de l'Université Paris-Nanterre. Et il va nous dire qui il est et ce qu'il va nous présenter. Gilles, à vous la parole. Je vous laisse me rejoindre sur scène. Pendant que Gilles nous rejoint, j'envoie un petit lien vers le site du SCD Paris-Nanterre. Gilles est en train de nous écrire, mais nous pouvons intervenir différemment sinon. Vous voudriez monter sur scène. Gilles, je pense que vous devez avoir un petit bouton en bas, monter sur scène. Sinon, Priscilla va vous faire monter sur scène. Pendant ce temps-là, je vous fais la minute culturelle sur l'histoire des posters. Oh, zut, culturelle. Je m'en vais. À vous la parole, Gilles. Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous partage ma présentation. Comme l'avait dit Cécile, je m'occupe de la formation des usagers à la BU de Nanterre. Voilà. Et vous devez voir normalement ma présentation à partir de maintenant. Donc, je vais vous faire un retour sur une expérience que je tente avec mes équipes depuis mon passage à Sorbonne Université en 2018 et que je continue à Nanterre depuis 2022. Le but est de former les étudiants à eux-mêmes
produire des posters scientifiques, ou en tout cas des infographies associées à leurs travaux disciplinaires, qu'ils soient en doctorat, à ce moment-là, on est assez proche d'un poster scientifique en tant que tel, qu'ils soient en master, à ce moment-là, ils vont insister essentiellement sur l'infographie, mais aussi sur la capacité à structurer une information, et en licence, où en fait on intervient sur une demande des enseignants autour de dessinez-moi l'effet waouh de votre travail. Donc un petit peu comme la petite étincelle qui sort de quelque chose. Donc moi je vais vous donner quelques éléments de contexte sur la façon dont tout ceci s'est structuré. Et puis après, je vais sortir quelques éléments sur les différentes étapes de ce cours qui peut durer entre 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures ou 6 heures, selon ce que les enseignants nous demandent et selon le format que les enseignants souhaitent porter. Donc le but est bien de former toute la communauté BIATS compris, allant des licences jusqu'aux enseignants-chercheurs. J'ai l'habitude de dire aux étudiants que la plupart de leurs enseignants sont un peu perdus pour la France au niveau du visuel et que je compte sur eux pour qu'ils puissent rafraîchir, on va dire, le message et la valorisation de leurs travaux pour ne pas forcer les spectateurs à suivre en séquentiel une présentation écrite en tout petit avec seulement du texte, mais en s'inspirant des règles de l'infographie. Comme le montre la slide, j'adapte ce format aux demandes des enseignants. Généralement, c'était plutôt des géographes, des géophysiciens, des historiens qui nous accueillaient. Mais de plus en plus, avec l'intelligence artificielle et la difficulté pour les enseignants de trouver un livrable soluble dans quelque chose qui ne soit pas de l'intelligence artificielle, on a une recrudescence des demandes de la part des enseignants pour qu'on forme leurs étudiants à un livrable de type poster, de type infographie. Donc, comme je viens de le dire, pour les enseignants, le but est non seulement de proposer à leurs étudiants quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit plus exigeant qu'un simple oral, quelque chose qui permette de pouvoir faire en termes de soft skills des capacités de métacognition, des capacités de synthèse. Et puis, la deuxième demande qui est que ce soit réellement l'étudiant qui soit en face, qui ait produit le livrable qu'il est en train de défendre. Pour les étudiants, il s'agit essentiellement de présenter au sein d'une séance qui est quand même vécue comme plutôt participative et sympathique, de l'idéation. Je leur dis assez vite qu'on ne travaille pas sur du beau, mais on travaille sur de la conceptualisation, on travaille sur la capacité à transmettre un contenu de façon infographique. Et pour du côté de la bibliothèque, ça nous permet de pouvoir sortir de l'habituel cours sur la recherche documentaire ou sur Zotero et tout ce genre de choses. On pense que valoriser, c'est la fin du circuit et qu'on n'intervient pas assez par rapport à cela. Donc, ce qui va être vendu aux étudiants, ça va être de transmettre sans ennuyer et avoir un discours autour de ce qu'ils transmettent. Et donc, quand on leur dit ça au début de la séance, ils sont un tout petit peu perdus. Ce que je leur dis aussi dès le début de la séance, c'est que dans un article scientifique, c'est au lecteur de faire l'effort en séquentiel, alors que dans un poster, ça va être au créateur du poster d'accompagner le lecteur pour qu'il ne vous lâche jamais du début jusqu'à la fin. Et donc, si on passe à l'anatomie d'une séance sketchnote et poster, j'accueille les étudiants comme ça. Comment votre enseignant vous a vendu cette formation? Et je leur demande de savoir comment ils dessineraient la justice. Après m'être assuré de quel est leur niveau en dessin, entre 1 et 5, et bien sûr, je précise que j'ai un niveau de 0 en termes de dessin, mais que c'est pas grave parce que le but n'est que de faire de l'idéation. Une fois qu'ils présentent les différents points qui peuvent permettre de représenter la justice, allant de la femme aux yeux bandés, au glaive, au temple gréco-romain, au marteau, au code, à la balance,
que sais-je. C'est une première itération pour qu'ils comprennent que l'important, ce n'est pas de dessiner, mais l'important, c'est de trouver la bonne illustration qui va permettre de faciliter la lecture pour un public extérieur. Et dans les faits, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont être répartis en îlots. Ils ne vont pas travailler l'ordinateur, ils vont avoir des feutres, des feuilles A3, des feuilles A4, et ils vont avoir à constamment trouver des mots et des illustrations autour de mots pour des thématiques d'abord simples, puis de plus en plus complexes, puis enfin qui travaillent sur leur champ disciplinaire en tant que tel. Quand vous voyez sur la slide entre 2 heures et 6 heures, c'est que j'aime bien, quand c'est possible, faire un premier cours théorique et ensuite laisser un laps de temps de 15 jours à 3 semaines pour, après cette première partie de théorie, pouvoir faire du tutorat sur ce que les étudiants ont réellement à rendre en termes de livrables auprès de leurs enseignants. Et donc, le plus important pour les étudiants est que je leur dise qu'il faut arrêter d'avoir peur de perdre une information et de vouloir tout dire. Si les spectateurs veulent tout savoir, ils n'auront qu'à lire leur article ou leur mémoire, et présenter au nom de VUCA, volatile, incertaine, complexe et ambiguë. Ne pas chercher autant que faire se peut à présenter des choses relevant des zones de gris ou des complexités, mais mettre essentiellement des points, des grandes gares pour pouvoir conduire la réflexion et la compréhension générale du lecteur. Et donc, je vais demander en sketch note, puis en poster, de demander aux étudiants à comprendre ce qu'est la pensée visuelle. Pourquoi je m'appuie sur le sketch note? C'est parce que si on demande aux lecteurs et aux personnes qui font des posters de courir un 100 mètres nage libre sans leur avoir appris à nager, eh ben, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Donc, je leur dis que le sketch note permet d'accéder aux éléments de la grammaire visuelle pour ensuite synthétiser des mots et après pouvoir les structurer au sein d'un poster. Donc la moitié de chaque cours est représentée par une initiation au sketchnote. Sketchnote où ils vont commencer par le portrait chinois en 9 cases, ici en l'occurrence, à savoir se dessiner soi-même ce que j'aime pas. Le but est de décrasser sa main et de décrasser son esprit. J'ai le droit de dire ce que je pense et on se rend compte en faisant ce travail et en restituant ce travail, qu'on dit souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on a dessiné en tant que tel. Le deuxième exercice en termes de sketch note est de trouver entre 4 et 6 mots impossibles à dessiner, impossibles à représenter. Là, on sort de son univers personnel, mais on va juste représenter disciplinairement les choses les plus complexes, allant de anticonstitutionnellement jusqu'à bipolarité, enfin bon bref, tous les mots complexes d'un champ disciplinaire. Et donc, chaque table, puisque je rappelle que chaque étudiant se trouve sur une table de 4 à 5 étudiants, va représenter 4 à 6 mots impossibles selon lui à dessiner. Et maintenant, imaginez qu'on est dans une configuration de 4 tables. La table 1 va écrire 3 fois la même série de 4 mots. Et elle va les distribuer aux autres tables. Les autres tables font de même. Et donc, les 3 tables vont avoir à dessiner, sans se concerter, la façon dont ils représenteraient les mots que la table 1 a choisis. Donc en fait, il va y avoir pour chaque mot 3 formes de représentation différentes. À partir de cet exo, il s'agit de montrer qu'on est capable de représenter des choses complexes et qu'il faut élargir sa façon de représenter pour être sûr d'être compris par le plus grand nombre. Donc, l'idée d'un dessin qui aura du sens pour soi-même n'aura pas forcément de sens pour les gens qui regarderont. Et enfin, la séance sketch note se termine par généralement
qu'est-ce qu'un bon étudiant dans telle ou telle discipline. Et vous voyez que dès la séance à Sketchnote, c'est-à-dire sur un cours de 2 heures, dès la fin de la première heure, on arrive à avoir des représentations avec un titre, avec des éléments qui sont cadrés, avec des éléments qui sont graissés, avec des éléments qui sont colorés, avec des règles qui finalement donnent quelque chose pour pouvoir insister sur tel ou tel point, sur tel ou tel concept. Une fois que ceci est fait, on arrive à la partie poster. Avec le Sketchnote, on a montré comment penser visuel. Avec le poster, on va travailler sur comment structurer cette information qui est visuelle. Là, encore une fois, comme le disait Cécile, il ne s'agit pas de faire du rébus, il s'agit de pouvoir associer des éléments texte, des éléments qui connectent et des éléments visuels. La première séquence, c'est de faire un jury de posters, c'est-à-dire que je montre des posters réels, plus ou moins basés sur de l'infographie, et je demande aux étudiants de juger du pire et du meilleur. Et ils doivent me dire pourquoi tel poster était pire, pourquoi tel poster était-il meilleur. Je vous le cache pas, il y a un piège, le poster en haut, tout à gauche, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Âge, voilà, est un poster qui était militant au moment des grèves de 2017 sur la réforme des retraites. Les autres sont de vrais posters scientifiques. Mais le but d'inclure un intrus ici, qui était pour le coup réalisé avec des infographistes, était de montrer l'importance d'être aéré à l'intérieur d'un poster. Une fois que ceci est fait, il y a un PowerPoint à proprement parler d'environ 30 minutes qui va insister sur ce qu'il est important de garder au sein d'un poster. Pas plus de 250 mots, la règle des 3 couleurs, et puis finalement, le plus important peut-être, les éléments d'impact, qu'il y ait une image d'accroche, que le poster soit aéré, que le poster soit structuré, c'est-à-dire que le lecteur ne soit jamais perdu, et que très rapidement, même de loin, on puisse accéder à l'idée principale pour son poster. Enfin, on leur donne des logiciels, on leur propose des logiciels qui ont tous comme point commun d'avoir une large communauté derrière et de larges tutoriels derrière pour qu'ils puissent facilement mettre en place les livrables pour leurs enseignants. À la suite de ce cours, on leur montre qu'il est possible de mettre un certain nombre de contenus, de pouvoir varier les possibilités et les propositions de présentation. Vous voyez que ici, il y a à gauche du texte, ici du visuel, ici les points centraux, pour leur montrer que ce sont finalement des choses possibles. Et en conclusion, vous voyez ici les 3 posters qui ont été réalisés par un groupe de 20 étudiants en M1 Conseil en recherche et management. Pour cela, il y a eu 2 séances séparées de 3 semaines. Ils sont partis de choses extraordinairement textuelles. On les retrouve un petit peu à l'extrême droite avec le poster de quelle manière prends-tu tes notes, où il y a encore beaucoup de texte. Et il y a eu une séance de tutorat où on a appris ensemble à dégraisser ce qu'ils faisaient pour arriver finalement à l'essentiel. Donc, 3 itérations qui ont ensuite été présentées comme travail commun par le responsable de ce M1 comme proposition d'amélioration du site internet de ce master. Donc, si je résume, on part du Sketchnote pour permettre de comprendre l'intérêt de présenter visuellement. On structure les idées des étudiants à l'intérieur d'un poster et on peut même aller jusqu'à évaluer le poster en participant au jury de soutenance. Voilà ce que j'avais à vous dire, si ce n'est que de plus en plus d'étudiants et de plus en plus d'enseignants à Nanterre nous demandent d'intervenir sur ce type de dispositif. Je ne sais pas si j'ai trop dépassé mon temps, sinon je m'en excuse et merci de votre attention. Je veux bien descendre de scène. Et si vous avez des questions, bien entendu, à votre disposition.
Merci Gilles pour cette intervention. Vous êtes descendu de scène et nous sommes ravis d'accueillir pour la suite de cette journée notre intervenante et co-organisatrice, la directrice de l'URPIS de Bordeaux, Raphaël Batz. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Et du coup, je veux bien avoir mon support parce que je crois que c'est de votre côté que c'est lancé. Donc là, j'ai pas la main, je crois. À moins que je partage tout simplement mon écran, si c'est plus simple pour tout le monde. Non, là, ça a l'air d'être bon. Tout le monde voit bien, c'est bon? Je teste. Ok. Ouais, super. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Raphaël Batz, co-responsable de l'URFIS de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Je suis aussi membre associé du Centre Émile Durkheim. Je travaille à l'Université de Bordeaux et je fais de la recherche depuis pas mal d'années. Et puis surtout, je me suis pris d'amour en 2010, je crois, lors de ma première participation au congrès Bobcat, qui est un congrès européen en sciences de l'info, pour la session poster. Et vraiment, j'ai trouvé, enfin, c'était la première fois que je voyais ça et j'ai trouvé que c'était une manière assez innovante. Alors, Cécile l'a dit, ça, c'est pas nouveau, mais assez visuelle et donc innovante dans la manière dont moi je pouvais être amenée à transmettre mes recherches qui habituellement n'étaient pas tellement sur cette forme. Et puis j'ai trouvé que c'était un outil pédagogique assez génial. À l'époque, j'étais à l'ENSIB, on a commencé à développer des cours sur les posters. J'ai amené pas mal d'étudiants avec moi d'ENSIB présenter leurs posters sur des congrès, à Bobcats, à l'IFLA, etc. Et aujourd'hui, je continue à en faire, alors soit toujours dans des congrès scientifiques, soit dans des congrès professionnels. Et c'est un peu de ça que je vais parler aujourd'hui. Et puis, j'ai gagné 2 prix du meilleur poster, parce qu'on va en parler, mais il y a des prix parfois du meilleur poster. Et mes étudiants en ont gagné plusieurs aussi. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que j'ai été invitée. Et je remercie mes co-organisateurs d'avoir proposé cette conférence. Donc, peut-être commencer par se dire, mais un poster, pour dire quoi d'abord? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que bibliothécaire, en tant que chercheur? Il y a plein de choses qu'on peut être amené à présenter, mais là, j'ai essayé de prendre la posture en tant que bibliothécaire. Qu'est-ce qu'on peut être amené à présenter comme poster? Et peut-être pour aller simplement, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'aurais vraiment 1000 trucs à vous dire, mais la première chose, je pense que ce qui est intéressant, c'est de présenter un service ou un projet. L'idée, c'est d'avoir quand même une approche réflexive. C'est-à-dire, je pense que les posters les plus intéressants que j'ai vus, ce sont vraiment ceux-là, ceux qui nous racontent une histoire. On le verra, de toute façon, pour moi, un poster, ça raconte une histoire. C'est un récit, voilà, de professionnel, en l'occurrence, là, puisqu'on parle des posters de bibliothécaires. Et donc, c'est une approche réflexive qui montre le chemin qu'on a pris pour mettre en place un service, une expérimentation, etc. L'idée, c'est que les lecteurs, non seulement ils découvrent votre projet, mais surtout ils le comprennent et ils aient les éléments, l'envie, mais aussi les éléments pour pouvoir mener la même expérience de leur côté dans leurs établissements. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'avoir, dans ce cas-là, un schéma assez simple de présentation, enfin, des grands éléments qui vont être la présentation des enjeux et du contexte, pourquoi on aurait besoin de mettre en place un tel service, hein, pourquoi vous avez eu ce besoin ou cette envie dans votre établissement ou sur votre site, ou etc. D'autant que quand on présente des posters, souvent c'est dans un contexte professionnel, mais surtout international pour les bibliothèques. Et cette précision du contexte, elle est absolument nécessaire. On ne travaille pas forcément de la même manière en France que dans d'autres pays en Europe et encore moins dans d'autres pays dans le monde. Donc, c'est vraiment important de préciser ce contexte et de dire d'où on part. Ensuite, c'est la solution retenue. Donc, c'est quel est ce service, de quoi il s'agit, à quoi ça ressemble, comment ça marche. Donc là, c'est le moment où vous pouvez vous éclater à montrer toutes les photos que vous avez du service, etc. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est le point suivant, c'est-à-dire les freins et les facilitateurs que vous avez rencontrés. C'est-à-dire qu'est-ce qui a pu être compliqué pour vous? Qu'est-ce qui a pu au contraire favoriser cette expérience? Ça peut être des questions politiques, des questions économiques, etc. Comment aussi vous les avez surmontées, évidemment.
Qu'est-ce qui vous a permis de réussir à mettre en œuvre ce service? Et puis les résultats, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de dire que ce service fonctionne? Est-ce que vous avez des stats? Est-ce que vous avez du verbatim? C'est important de donner corps quelque part aussi aux résultats et bien sûr les prochaines étapes. Alors, un poster comme ça, il va être très centré sur le point 2, évidemment la solution retenue, mais certains d'entre nous aiment plutôt insister sur les freins, les facilitateurs, d'autres sur la solution retenue, d'autres sur les résultats, etc. On parlera de graphisme après. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est vraiment que ce soit réutilisable, à mon sens. Alors, bien sûr, vous trouverez plein de posters qui sont vraiment des sortes d'affiches de com, juste du service. Regardez mon service comme il est beau. C'est très joli. Parfois, c'est très joli comme poster, mais moi, je trouve ça pas du tout intéressant, je vous le dis tout de suite, parce qu'au fond, derrière, j'ai rien appris. Alors, peut-être ça m'éveille un peu de désir, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, en me disant: «Ah ouais, c'est rigolo comme service», mais j'en sors avec peu d'éléments, surtout si je vois ce poster sans la présence de la personne. Or, il faut savoir qu'une bonne partie, quand on présente un poster, on en reparlera tout à l'heure, on peut être face aux personnes et aller discuter avec vous et cetera. C'est super intéressant. Mais il y a plein de moments, en fait, où vous ne serez pas devant votre poster et où des collègues peuvent venir le voir et ils ont besoin, à mon sens, de toutes ces infos. Le deuxième type de poster qu'on peut faire en tant que bibliothécaire, alors il y en a peut-être plein d'autres, mais moi, c'est les 2 auxquels je pense principalement, c'est pour présenter une enquête. Alors là, c'est une approche qui sera peut-être plus scientifique, mais il se trouve qu'en bibliothèque, on mène aussi des enquêtes de public, des enquêtes sur les collections, et cetera et cetera. Et donc, c'est intéressant aussi de partager ça. Et là encore, c'est une histoire, qu'on raconte, mais c'est une histoire qui va plus suivre l'approche scientifique, la méthode scientifique, qu'on retrouve dans ce que Gilles a montré un peu avant, et d'une manière générale, dans la manière dont on parle du récit scientifique, les articles, etc. etc. Donc là, l'idée, c'est de montrer le chemin qui a été pris pour mettre en place l'enquête. Et donc, pareil, on aura besoin des enjeux et des contextes. Pourquoi on a eu besoin de mettre en place une telle enquête? Quelles étaient les questions de départ? Il ne s'agit pas de faire de la recherche théorique, mais justement de montrer qu'il y a des enjeux d'application importants. La méthode, comment est-ce qu'on a mené l'enquête et pourquoi cette méthode-là? Les résultats, quels sont les éléments clés de l'enquête sous forme de texte, de graphiques, de données, etc., de photos, bien sûr. L'analyse, qu'est-ce que ça nous apprend? Et notamment pour votre travail de bibliothécaire, puisque, encore une fois, on est toujours dans un congrès professionnel, donc on a cet enjeu de pouvoir partager avec nos pairs euh, des process, en fait. Et puis des conclusions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces résultats-là? Comment ça débouche sur des projets de service? Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une année présenter une enquête et l'année suivante, vous pouvez aller présenter le service que vous avez mis en place grâce à votre enquête. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier plein de choses sur le poster qui complètent tout ça. Le logo, les logos de votre établissement, etc. Vos noms, bien sûr. Les affiliations, c'est-à-dire l'établissement auquel vous appartenez. Parfois, on fait le dernier poster avec lequel on a gagné un prix d'ailleurs à l'Iber, c'était un poster qu'on a fait avec d'autres collègues qui sont dans d'autres pays. C'était un poster collaboratif. Et donc l'affiliation, c'est très important, puisqu'on était 4 collègues, 2 Français, puis un autre en Croatie, un autre en Slovénie, donc c'est important. La date, pour moi, c'est un truc vraiment important, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais un poster, voilà, ça a un contexte, et si ça a un contexte, ça a aussi des dates. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les doctorants, si vous les faites travailler là-dessus. Leurs recherches en première année, ce n'est pas les mêmes qu'en troisième année, c'est important. Et puis les droits des images, les droits de toutes choses d'ailleurs. Donc voilà à quoi peut être, ce que peut être un poster. Maintenant, la question, c'est comment on va faire ça? Comment on va mettre ça en rendre visible? Alors, moi, j'étais très intéressée par la présentation de Gilles. Je trouve ça une approche vraiment intéressante de passer par le sketchnote, etc. Alors, moi, je ne travaille pas exactement de la même manière. Donc, je vais présenter une méthodologie en 3 temps un peu rapide. Sachez que si vous êtes intéressé par des formations sur les posters, le réseau des urfistes en propose plusieurs. Il y en a via Callisto en auto-formation, via la plateforme Callisto, et puis on propose des formations en présentiel aussi dans différentes régions, donc sur comment réaliser un poster. Alors moi, ma méthode, c'est vraiment une méthode de conception, donc de design, où je m'attache d'abord, mais comme on l'a vu précédemment, à penser les idées plutôt qu'à faire avec des outils. Et là encore, la question du beau, elle est secondaire.
Moi, je pense le poster comme une BD. Alors, ce n'est pas un truc que j'ai inventé, hein, c'est d'autres collègues qui ont un peu théorisé ça. Mais l'idée, c'est de scénariser le poster et de concevoir le chemin de pensée. Donc, vous avez vu, j'ai dit avant qu'il y avait un chemin, on raconte une histoire. Voilà, une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, des rebondissements. Ensuite, c'est faire un storyboard, c'est-à-dire s'intéresser plus aux éléments graphiques et textuels qui vont donner corps à ce chemin de pensée, qui vont permettre de le matérialiser sur le document. Et ensuite, on ira le réaliser. Voilà. Donc, voilà, un exemple de ça. Pourquoi je dis que c'est une méthode BD? Alors, c'est peut-être pas comme ça qu'on fait de la BD, mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'idée. Vous avez à gauche de l'image, vous avez vu le travail qu'a fait le scénariste. Il a fait des cases, c'est de la BD, et il écrit dedans ce qui va se passer et aussi le texte qui va être dit, donc dans les bulles. Ce qui est souligné, c'est ce qui est dans les bulles, et le reste, c'est un peu les didascalies, si vous voulez, quoi. Voilà. Donc, par exemple, il écrit péter, c'est petit tonnerre, vous avez reconnu petit tonnerre saute, peur, il termine son saut, peur, etc., etc. Et après, on voit le travail qu'a fait l'illustrateur qui finalement reprend les cases. Et dans chaque case, on retrouve exactement l'histoire qui avait été écrite, juste sous forme de texte. Et donc, on voit la mère lapin qui a peur et qui a toujours peur, petit tonnerre qui saute et qui finit son saut, etc., etc. En gros, c'est le même principe, ce que nous, on va faire. Donc, comment je fais travailler, moi, ou comment je travaille mes propres posters? La première chose que je fais, c'est vraiment de délimiter mon sujet en une seule phrase. De quoi je vais parler dans ce poster? Quand on travaille sur la médiation de ces recherches, un truc qui est hyper important, c'est d'apprendre à raconter. Mais c'est vrai quand on fait du lobbying, du plaidoyer ou quand on fait de la médiation, hein, d'apprendre à parler de son sujet en 1 minute, 3 minutes, 10 minutes et plus. Il faut pouvoir dire, voilà, mon sujet, c'est, je sais pas moi, par rapport à ce sur quoi j'ai dû travailler, les, les pratiques participatives dans les bibliothèques. Ça, c'est juste le titre, d'accord? Et il est important de pouvoir le dire en 1 minute, c'est-à-dire d'expliciter un peu plus ce sur quoi exactement je travaille, en enrobant et en évaluant tous les éléments qu'il faut que je raconte, si vous voulez, pour qu'on comprenne mon histoire. Voilà. Et donc le contexte, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, on peut décomposer son sujet en éléments narratifs. Si je veux raconter ma thèse, moi, je vais expliquer qu'il y a un contexte de crise, donc je vais travailler sur ce contexte de crise, qu'il y a des bibliothèques territoriales qui vont se saisir de la participation pour mettre en œuvre, etc., etc. Et donc, tout ça, ça fait des éléments narratifs. Et donc, moi, je vais travailler les élèves sur vraiment apprendre à raconter ça en une phrase, pas le titre. Voilà. Et je ne pense pas le texte, les objets, le graphisme, hein, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut raconter. C'est vraiment son histoire. C'est faut penser le petit chaperon rouge résumé en une phrase. Et puis ensuite, on va décomposer l'histoire en plein d'éléments narratifs et on va se dire, tiens, plus exactement, qu'est-ce que je veux raconter là? On va raconter tout ça et le texte final qu'on aura, il fera une 20aine de lignes et c'est notre scénario, c'est la narration, c'est vraiment l'histoire qu'on veut raconter tout au long du poster. Et moi, quand je fais travailler les étudiants, il y a une grosse différence entre dire c'est un poster sur la participation et les 20 lignes auxquelles on arrive à la fin et qui permettent de dire mais de quoi je veux parler exactement, où est-ce que je veux aller, etc. Et c'est pareil pour les bibliothécaires. L'étape 2, c'est le storyboard, c'est matérialiser la pensée. C'est là où on va commencer à se dire ah d'accord, mais pour chacun de ces éléments, qu'est-ce qu'il me faut pour le présenter? Est-ce qu'il me faut du texte? Est-ce qu'il me faut des éléments graphiques? On ne cherche pas encore les images, mais par exemple, moi, si je veux dire que mon expérience, elle était à Lyon, je me dis, il faut peut-être une carte de France avec où est Lyon, par exemple, d'accord? Ou si je veux dire, il y a eu tel résultat, je me dis, il faudra peut-être un petit graphique, voilà, des choses comme ça. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a listé, on peut se demander s'il nous manque des choses. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire que c'était une enquête dans une bibliothèque municipale. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qui est redondant? Ah, j'ai mis à la fois les statistiques et un graphique. Bon, un tableau et des graphiques, c'est peut-être pas utile d'avoir les deux. Et puis, ça permet de voir ce qui est secondaire, c'est-à-dire de hiérarchiser les idées. D'accord? Donc, de voir qu'est-ce que je veux voir en premier dans mon poster et ça va avoir une importance sur la taille des textes. Qu'est-ce que je veux voir en premier? C'est-à-dire, quand je suis à, par exemple, 3 mètres, qu'est-ce qu'il faut qu'on voit? Qu'est-ce qui va attirer l'œil? Et puis, quand je me rapproche à 2 mètres, quand je me rapproche à 1 mètre, qu'est-ce que je vais voir? Et on rentre dans le poster comme ça de plus en plus profondément, un peu comme une histoire dont on suivrait toutes les ramifications. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire une trame graphique. Alors moi, ce que je fais, c'est que je dessine à la main mon poster, je dessine vraiment l'allure générale.
Je ne me pose pas la question. Moi aussi, je suis niveau 0 en dessin, hein, et je dessine un petit dessin comme ça. Là, vous voyez un exemple. Je ne pense pas joli, je ne pense pas technique. Voilà. La seule chose à laquelle je pense, c'est dans quel sens est mon poster à la fin. Et ça m'est dit dans l'appel à communication, on me dit si ce sera un poster en format paysage ou portrait et la taille du panneau. Et donc, je me concentre juste sur, ah tiens, est-ce que si je le dessine comme ça, tous les éléments de mon narratif sont là? Est-ce qu'ils s'enchaînent bien? Est-ce que c'est compréhensible par les autres? Et une fois que j'ai fait ça, alors, je peux aller réaliser le poster. Et donc là, je vous ai mis un exemple du premier poster sur lequel j'ai travaillé avec une collègue. Et donc, ça, c'est le dessin que j'ai fait à partir de ce dont je voulais parler. Et ça, c'est la réalisation. Et si vous regardez bien, c'est la même chose, en fait. Voilà. Sauf qu'il y en a un, il est réalisé et l'autre, il est juste esquissé. Donc, voilà, ce qu'on a fait avant, c'est la trame graphique. Et une fois qu'on a fait cette trame graphique, c'est beaucoup plus facile de passer à la réalisation graphique avec l'ordinateur. Pour réaliser le poster graphiquement, là, je vous ai mis des éléments que vous aurez parce qu'on vous enverra les supports, mais des petits éléments sur les types de logiciels, la taille du poster, le texte, le nombre de couleurs. Et vous avez sensiblement la même chose que ce qu'a dit Gilles avant, donc je ne développe pas plus. Si ce n'est juste pour vous dire quand même que j'ai des étudiants qui font leur support sur PowerPoint, d'autres sur Illustrator, d'autres sur Scribus, pas mal sur Canva en ce moment. Et puis, j'ai même vu déjà des posters entièrement faits main, c'est-à-dire vraiment à la main et complètement sketch-notés. Donc, voilà, sachez que tout est possible. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en graphisme pour en faire. Alors, vous allez me dire, le poster est fini, c'est cool, j'ai fini mon poster. Pas vraiment, parce qu'un poster, en fait, c'est un affichage. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une réalisation graphique, ce n'est pas une infographie qui se promène sur le net, c'est un affichage. Qui dit affichage dit qu'on le présente et qu'on a potentiellement des interactions. Alors, je voulais juste vous dire que pour avoir des interactions le jour J, le poster, déjà, il attire s'il est bien lisible. Donc, il faut bien travailler vos titres et tout ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, peut-être que votre poster attire, mais qu'on ne vous parle pas. Et c'est important d'initier les discussions, mais si vous avez travaillé votre 1 minute de présentation, comme j'ai dit avant, vous saurez dire aux gens, ah, regardez, mon poster, il parle de ça, c'est super, il s'attire. C'est pas non plus la vente à la criée, hein, genre, mon poster, mais quand même, c'est important de faire signe aux gens. Peut-être les gens vont venir vous écouter, votre speech, etc., mais vous ne parlent pas. Et là, c'est hyper important de laisser de la place aux gens. Il faut se rappeler que l'enjeu, c'est quand même de construire un réseau de professionnels avec lesquels on a envie d'échanger sur nos sujets. Ça, c'est important. Donc, garder de la place aussi pour échanger avec les gens. Parfois, on se retrouve avec des gens qui sont hyper intéressés par votre sujet, qui sont vraiment en lien avec vous et qui viennent vous parler. Et c'est super. Mais là, je dis, faites attention, il ne faut pas se laisser accaparer au détriment d'autres visiteurs. Donc, trouvez le bon équilibre. Et moi, ce que j'adore dans les congrès, c'est justement rencontrer des gens devant mon poster et leur proposer de se rendre un rendez-vous à un autre moment du congrès. On va boire un café, etc. Et on continue de discuter. Et puis, dernier cas, je vous l'ai dit, il y a plein de visiteurs qui passent quand vous n'êtes pas là. Donc, c'est hyper important de laisser vos coordonnées sur le poster. Moi, j'aime bien laisser une petite enveloppe. Les gens laissent leur carte de visite et puis je reprends contact après. Voilà. Et du coup, après le jour J, c'est fini? Pas tout à fait. D'abord, peut-être que vous aurez gagné le prix du poster. Dans ce cas, bravo. Alors, il n'y en a pas tout le temps des prix du poster, mais souvent quand même, il y en a. Sachez qu'on ne gagne pas grand-chose, hein. Mais quand même, c'est toujours chouette. Si vous ne gagnez pas, rappelez-vous que ce n'est pas grave, hein, puisque le but, quand même, c'est de faire des rencontres avec les collègues, de présenter vos services et tout. Donc, c'est beaucoup plus important que le prix. Néanmoins, si vous l'avez, on est très content, c'est important et ce sera important d'ailleurs de mettre votre prix dans votre CV, d'accord? C'est important. Mettez-le dans une rubrique prix financement bourse, vous mettez que vous avez eu un prix. Autre chose, un poster, ça se publie. Vous pouvez avoir une publication de l'abstract dans les actes ou dans les documents du pré-congrès, mais vous pouvez aussi le publier sous forme d'un article. Parfois, ça arrive dans des actes de congrès. Et puis surtout, moi, je vous conseille de le déposer sur une plateforme, par exemple Zenodo ou autre, pour qu'il soit toujours accessible à tout le monde. Et parfois même, on le fait en plusieurs langues pour qu'il soit accessible à plein de gens dans plein de langues différentes. Et puis surtout, communiquer. Hein. Le poster, ça continue après le congrès. Donc, montrez votre poster sur les réseaux sociaux, partagez-le au-delà de l'événement et ajoutez votre poster dans votre CV. C'est une publication, c'est une forme de publication. Voilà, c'était un peu pour vous présenter ça de manière un peu rapide, mais voilà quelques éléments. Puis n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup. Je Merci. crois que je m'en vais, je descends de scène, c'est ça? On a une petite question donc, pour toi dans le chat. Est-ce que tu peux Ouais. rester 2 minutes? Et donc, la Oui, question, bien sûr. c'était au niveau des negative results. Est-ce qu'ils sont rares dans les articles scientifiques et on suppose que c'est pareil ou pire avec les posters? Donc est-ce que sur les posters, Ah oui. on voit des affichages de choses qui ont été tentées et qui n'ont pas fonctionné?
Alors, c'est quand même toujours un peu rare, effectivement, qu'on ait ce genre d'approche. Par contre, moi, c'est quelque chose que je conseille, hein. C'est-à-dire on peut tout à fait faire un poster, et notamment sur des doctorants qui sont en première année, sur des pistes qu'ils ont suivies et que finalement, ils ne vont pas suivre parce qu'en fait, ce sont des résultats hyper importants en première année. Donc, en recherche, c'est vraiment important, ces négatifs résultats. Quand on est sur des collègues bibliothécaires qui vont présenter leurs expériences, etc., je pense que c'est hyper important d'être honnête sur les limites rencontrées par les services qu'on a mis en place. C'est-à-dire, on l'a mis en place pour tel type de public, finalement, c'est tel public qui vient l'utiliser. En fait, ça, c'est important. Voilà. Il faut être honnête parce qu'en fait, derrière, on a des gens qui vont aller le mettre en place. Donc, encore une fois, c'est un résultat négatif. En vrai, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours un résultat qui nous apprend quelque chose. Même le vide est une réponse, quoi. Et c'est quelque chose qui nous apprend et qui nous invite à aller vers d'autres hypothèses. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'encourager les gens, que ce soit les bibliothécaires ou les chercheurs, etc., à manifester aussi ces aspects-là dans la recherche. Ouais. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Et du coup, pendant que vous répondiez, on a une autre question. Ouais. Quelqu'un qui nous demandait si on peut mettre les posters dans les signatures. J'imagine les signatures de mail. Ouais. Alors, je ne l'ai jamais vu faire. Je pense que c'est aussi une question de poids et tout ça. Déjà, on a les fichiers souvent qui se baladent avec nos fichiers de photos comment on appelle ça, vous savez, les logos de nos établissements qui se baladent après en pièces jointes, etc. C'est assez pénible. Donc, je pense que le plus problématique, c'est plutôt qu'un poster, il faut qu'il soit assez visible, assez gros pour être bien visible. Donc, je pense qu'on peut tester ça sous forme de petites vignettes en disant allez donc voir mon poster. Oui, Donc, pourquoi pas, quoi. Ouais, on peut imaginer ça. Mais surtout, aller le mettre sur un truc comme LinkedIn ou un truc comme ça. c'est ça. Et dans C'est le vraiment chat, là-dessus qu'on peut continuer la conversation. ouais, on a aussi, il y a quelqu'un qui a aussi conseillé de déposer sur HAL son poster. Oui, bien sûr, oui. Moi, je disais Voilà. Zenodo, mais bien sûr, on le met Oui, sur HAL aussi. Oui. c'était pour compléter. Et là, on a Ouais, Cécile qui nous tout à dit fait. qu'elle a parfois utilisé des morceaux de poster dans sa signature, je pense, pour peut-être donner envie Oui, d'aller alors ça, voir c'est une bonne justement. idée, surtout si ça permet. Si on présente des services et que du coup, on a des choses à montrer comme ça qui peuvent être assez visibles, c'est une super idée. C'est vrai que moi, mes posters, c'est plutôt des trucs de recherche. Donc, si je mets un morceau, c'est tout à fait inintéressant. C'est la méthode que j'ai utilisée. Voilà, j'ai fait des entretiens. Bon, voilà. C'est pas hyper visuel tout le temps. Mais oui, ça me paraît une très bonne idée. Ouais. Si on présente des services, ça peut être. Et puis, ça donne envie. En fait, il y a vraiment une dimension de désir, voilà, qui est importante dans le poster. Oui, très bien. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Pour le moment, on n'a plus de questions. Peut-être tout à l'heure, donc Ouais. ne pars Et pas ben, trop loin. j'essaye de voir comment je redescends, mais. Merci. Et donc, est-ce qu'on peut faire monter Gilles sur scène? Alors, Ouais, oui, Gilles, est-ce que vous pourriez éventuellement développer un petit peu votre réponse sur la question, sur la relation avec les profs? en fait, c'était pas naturel de pouvoir proposer autre chose à des enseignants que de la recherche documentaire en tant que telle. C'est en 2018, en assistant à des jurys pour lesquels on était là simplement pour de la recherche documentaire, où on a entendu les enseignants se plaindre sur le manque de synthèse et leur capacité de métacognition de leurs étudiants. Et donc, ils cherchaient quelque chose qui permette de synthétiser, de vulgariser. Et c'est pour ça que je leur ai naturellement parlé de posters. Et en fait, ce qui a naturellement poussé les profs à intégrer notre proposition à l'intérieur de leur dispositif, c'est en fait qu'on accompagnait tout au long d'un travail étudiant
la réalisation d'un poster. En fait, les étudiants avaient à rendre leurs devoirs écrits, parfois faire une soutenance, et en plus présenter un poster dont ils devaient expliquer la réalisation et les attendus. On allait même jusqu'à proposer une notation sur la forme, non pas sur la discipline, mais sur la forme, pour valoriser notre action. Après, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'advocacy vers les profs, tout comme Raphaël n'est pas revenu du Bobcat. Moi, je pense que cette capacité à produire des posters permet, comment dire, on peut se cacher derrière des mots, on se cache moins derrière des croquis ou des synthèses visuelles. Donc les profs sont assez attirés par ça. Donc c'est quelque chose que systématiquement, à chaque rendez-vous, je propose aux enseignants. Et pour que ce soit soutenable pour mes équipes, je forme aussi des collègues de mon équipe à pouvoir assurer ce genre de cours. Mais ce que les enseignants apprécient particulièrement, c'est de nous voir du début de la théorie en allant jusqu'au tutorat, en allant jusqu'à la soutenance. Et c'est ça qui me semble gagnant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense qu'on a déjà un bon élément de réponse et puis on pourra toujours y revenir tout à l'heure puisqu'on a un petit temps de questions-réponses un peu plus tard. Et là, je vais inviter Claire Gadot à monter sur scène. Merci beaucoup, Gilles, et à tout à l'heure. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour vos interventions. Je suis Claire Gadot, graphiste pour le SCD de l'Université Paris-Nanterre. Ça fait 7 ans que je travaille pour ce service commun. Et je me suis initiée à la création de posters scientifiques il y a très peu de temps. Merci pour le partage. Je vais aller rapidement parce que j'ai très peu de temps pour faire ma présentation. Je vais sans doute redire des choses vraiment très, très intéressantes qui ont été dites par Raphaël et Gilles précédemment sur les recommandations à suivre quand on veut créer donc un poster. Le poster, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a effectivement il a des contraintes de diffusion qui sont déjà préétablies. Il est destiné à être présenté par son auteur, mais il doit aussi se suffire à lui-même par la suite, donc faire son petit bout de chemin sans porte-parole. Il doit être visible de loin, il doit pouvoir susciter de l'intérêt, une certaine forme de séduction aussi. Moi, je suis graphiste professionnel non spécialisé dans la documentation. Et quand je crée des éléments, des documents graphiques, j'ai quand même cette volonté de séduire graphiquement. Les éléments qui sont visibles de loin doivent être très évocateurs du sujet du poster. Celui que je vais vous présenter succinctement, c'est une demande de Cécile Zviatek qui devait présenter ce poster lors d'un congrès international avec un jury de posters. Donc, elle l'a présenté sur tissu. Donc, il est très grand, c'est un grand format de poster. Et vous voyez que le titre du poster se dégage du reste de la composition pour qu'effectivement il soit visible de loin. On a des éléments graphiques dont je vais vous parler tout de suite après, qui ont été créés aussi pour susciter l'intérêt, la curiosité du public qui était présent. La composition d'un poster, elle doit bien entendu suivre un certain nombre de règles. Moi, quand je compose donc un poster, je me crée ma grille, qu'on appelle une grille modulaire, dans lesquelles mes blocs d'images, de dessins, de textes vont dialoguer. Moi, je suis pour un design très épuré. Plus il y a de l'espace, plus il y a de respiration, mieux c'est. Si les posters sont trop saturés de couleurs,
Si les blocs sont trop circonscrits, si on enferme trop les blocs dans des formes fermées, je pense que l'œil est découragé. Donc, il faut pouvoir permettre à l'œil de suivre son parcours de lecture. Voilà, il faut suggérer le parcours de lecture sans l'imposer. D'où, vous voyez qu'ici, on a beaucoup d'espace de respiration. Donc, le sens de lecture sur ce poster-là, c'est un sens qu'on utilise assez communément en pensée visuelle, donc en forme de Z. Donc, une lecture de gauche à droite, puis en diagonale de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche. Là, vous voyez qu'on est sur un format portrait. Donc, effectivement, j'avais pas beaucoup de choix. Ça fait partie des contraintes. Les contrastes, ils doivent être forts. Moi, à chaque fois que je crée des posters, je n'utilise pas plus de 2 couleurs, voire 3 couleurs. Sinon, l'œil est complètement perdu. Pareil pour les polices de caractère, j'en utilise qu'une, qui est celle de l'Université Paris-Nanterre. Mais je joue sur les styles et les graisses. Je joue aussi sur la manière dont je vais valoriser mes titres. Donc, il y a des encadrés, il y a des surlignements, il y a des soulignements, il y a des zones qui sont circonscrites légèrement par des aplats de couleurs très pastel. Ce poster donc là présente la gestion des données de recherche à Paris-Nanterre. La volonté de ce poster, c'était de présenter l'atelier de la donnée de Nanterre, qui est un pôle de gestion de données de recherche qui permet, son rôle c'est de former, d'accompagner et de soutenir les chercheurs dans la gestion et la valorisation de leurs données. Donc, voilà, Cécile voulait qu'on puisse, à travers ce poster-là, présenter cet atelier dans son contexte national, c'est-à-dire le contexte de recherche DataGouv, et que l'on puisse après développer la structure de l'atelier qui est en maillage et parler de ses services, de ses spécificités, de ses capacités et de son expertise. J'ai choisi, moi, pour enfin, les idées principales qui font que j'ai fait des choix forts graphiquement, sont que je me suis servie de la donnée comme trace du réel. J'ai voulu créer des formes graphiques fortes qui rappellent la biologie, le développement cellulaire, la molécule, des formes qui évoquent quelque chose de vivant, de structurant, d'essentiel. J'évoque aussi visuellement dans ce poster-là des idées de la donnée comme ressource de partage. Donc, on a des formes de maillage, de réseau, de circulation, de connectivité. Claire, Oui, excusez-moi, on est arrivé au d'accord. terme Bah, de la je présentation. m'arrête là. Est-ce que vous avez quelques mots de conclusion peut-être pour qu'on ne se fasse pas trop rattraper par le Bah, temps? le poster, c'est tout d'abord de la schématisation de pensée, donc une pensée visuelle, et puis ensuite une traduction et une interprétation graphique avec un certain nombre de recommandations pour que le message soit le plus clair possible. Je suis désolée hein, si j'ai dépassé mon temps. Tout va bien, à peine 2 minutes. Ok, Merci merci beaucoup, beaucoup. Claire. Et eh bien, Christopher, si vous êtes par là, je vous invite à monter sur scène. Vous avez votre micro qui est désactivé, Christopher. Super. Bonjour. Donc, Quel Christopher. exercice
Juste 5 minutes et puis après, il faudra qu'on... Ok. Alors, Christopher Oslan, je suis responsable du SID Données et Projets Numériques, ainsi que responsable communication de l'ABI de l'Université Polytechnique Hauts-de-France à Valenciennes. Cette présentation concerne la conception et la réalisation d'un poster autour des travaux et d'une exposition intitulée « Est-ce que tu y crois ?», réalisée à l'ABU en septembre dernier. Donc, voilà. Donc, dans le contexte de la résidence éducation aux médias et à l'information EMI, qui est un dispositif piloté par la DRAC Hauts-de-France et Valenciennes Métropole et qui est parrainé par l'association Le Printemps Culturel. On a donc participé à la 4e et 5e édition de la résidence EMI avec les journalistes Cozy Pastakia en 2024 et Noujoud Rejbi en 2025. Avec Cozy Pastakia, qui est un journaliste freelance et qui est notamment passé par les rédactions du Monde, de La Croix et de Capital, et qui fait partie du collectif de journalistes et d'artistes lillois La Baraque. L'objectif de cette rencontre était de bénéficier d'outils journalistiques pour déconstruire une information, la réalisation de podcasts autour des fake news et du fact-checking, et de réaliser une exposition de posters qui interpellent sur des questions d'actualité qui renvoient directement au podcast réalisé avec les collègues de l'ABU. La conception d'affiches en particulier me revenait. Les 4 séances se sont déroulées à l'ABU en avril 2024 avec 3 premières séances dédiées à la présentation du projet et une phase d'écriture-relecture du contenu des podcasts. Les 4 collègues ont individuellement choisi les sujets et rédigé les contenus. La 4e séance a été dédiée à l'enregistrement collectif de ces podcasts. Ils sont notamment diffusés sur l'audioblog Arte Radio de Cozy Pastakia. Alors, on a ensuite rencontré à 2 reprises en avril 2025 Noujoud Rejbi, qui est journaliste indépendante en presse écrite, radio et podcast. Elle collabore notamment avec le Bondi Blog et aime le magazine du Monde. On a échangé sur la manière d'animer des ateliers de sensibilisation aux fake news, sur les façons de transmettre les méthodes de vérification de la qualité des informations et aborder la question des supports à affiches qui ont ensuite été réalisés pour l'exposition. Hop. Donc, voici les affiches. Il s'agissait ici pour moi, en premier lieu, de trouver une identité qui permettait de relier les 4 affiches facilement au cours de l'exposition et qui rejoignait le fond, et cela sans contexte immédiat, sans imposition de cartel ni d'affiches qui annonçaient l'exposition, mais simplement une actualité sur le site de l'ABU où l'on pouvait retrouver les podcasts associés. Pour poser cet environnement, avant de travailler concrètement sur les visuels, j'ai proposé des pistes d'inspiration graphique, à savoir d'une part Soulbase, connu notamment pour ses affiches de films d'Otto Preminger, et puis d'autre part Shepard Fairey, connu pour son affiche de film Walk the Line ou encore la couverture d'une compilation de Led Zeppelin. Ensuite, il s'agissait donc de proposer une illustration assez simple, de type publicitaire, des années entre 40 et 60, avec juste un message, un visuel simple et illustratif, le tout intégralement réalisé numériquement, choisir des polices, une palette de couleurs. Ces affiches ont été exposées à partir de la rentrée universitaire 2025 au format A0 dans les 4 BU. L'appel à projet, l'appel à communication, valorisation des projets de campagne de communication en BU pour le 54e congrès de la DBU à Nantes sur le thème « Toujours plus vite, plus haut, plus fort, communiquer » était l'opportunité de prolonger ce projet. Et je remercie les organisatrices qui m'ont invité, qui permettent de prolonger encore aujourd'hui cette expérience. En effet, c'était un projet d'équipe extrêmement stimulant et enrichissant. Ça a été l'ingrédient le plus important pour la réalisation de ce poster qui a été conçu sur un temps très court. Ensuite, tous les ingrédients qui m'ont par ailleurs permis de faire ce support étaient déjà présents. À savoir l'identité visuelle des affiches de l'exposition, présentée de manière rudimentaire dans un style de une d'un journal, son contexte, un focus sur les 2 journalistes qui étaient au cœur de ce projet, un descriptif du projet et les 4 affiches.
le tout à scénariser conceptuellement et visuellement pour qu'il puisse se suffire à lui-même et que les lecteurs puissent le comprendre facilement. En définitive, comme l'a posé Raphaël Batz en début de sa présentation, de raconter une histoire professionnelle cohérente et de donner envie aux collègues de reproduire de près ou de loin cette expérience. Voilà. Merci beaucoup, Christopher. Bien, écoutez, je vais voir, est-ce que Laure, tu es prête à monter sur scène? Et puis Christopher, on verra tout à l'heure s'il y a des questions pour toi. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous. Pardon, je vais commencer à me présenter le temps que le visuel se charge. Donc, je suis Laure Papon-Vidal, je suis en charge de la communication au service commun de la documentation d'Aix-Marseille Université. Et on m'a demandé de venir aujourd'hui pour parler d'un poster que j'ai présenté avec 2 collègues en 2022 à l'IFLA, qui était intitulé, je mets beaucoup de guillemets, le CAT poster, que vous voyez s'afficher à l'écran. Et donc l'idée, c'était, j'ai essayé de vous donner la recette d'un poster qui a plutôt bien fonctionné. Donc on l'a présenté avec 2 collègues, Camille Delaune et Mathilde Garnier. Et j'ai essayé de trouver plusieurs étapes. Je vais pas revenir sur la conception d'un poster parce que je pense que tous les collègues auparavant en ont parlé assez largement. Ce qui pour moi a pu aider à faire en sorte que ce poster fonctionne, ça a été d'abord la première étape qui a été de trouver un sujet alléchant et qui parle à notre public. Donc là, vous voyez le titre, l'idée c'était de s'interroger sur: est-ce que les bibliothécaires sont des personnes à chat? Alors, faut quand même mettre en préambule que c'était un poster entre guillemets «plaisir», c'est-à-dire que c'était pas spécialement pour présenter, alors c'était une petite recherche qu'on a menée, donc ça reste un poster de présentation de résultats, mais on n'avait aucune commande, de faire ce travail-là et donc aucune obligation. C'était un poster plaisir et je peux peut-être mettre aussi en dernier préambule que, c'est comme l'a dit, Raphaël Batz au début de cette présentation, c'est elle qui nous a donné un peu le goût du poster et c'est un peu pour ça qu'on a eu cette idée de faire un poster, un peu décalé. Donc la première étape pour nous, ça a été de trouver un sujet, alléchant qui parle à notre public, donc les bibliothécaires et les chats. OK, aucune surprise. La deuxième étape, donc pour moi, là, pour le coup, ça a été de trouver des bonnes pattes, donc les 2 collègues que j'ai cités auparavant, donc des anciennes camarades de promo pour travailler avec moi sur ce sujet, donc pour ce petit sujet de recherche qui nous a pris, on va dire une petite année. La troisième étape pour que ça fonctionne, alors la troisième étape, c'est peut-être la plus longue. C'était de travailler le sujet, évidemment, donc de faire, une partie recherche. C'était une enquête qu'on a menée auprès des bibliothécaires en France pour savoir s'ils étaient plutôt des personnes à chat ou des personnes à chien. Alors, c'est évidemment tout à fait caricaturé. Je vous inviterai à aller, lire plus en détail le poster, ultérieurement. Donc de travailler le sujet, de faire une enquête évidemment, d'analyser les résultats. Rien de très surprenant, je ne reviens pas nécessairement sur la méthodologie. Donc pour ensuite synthétiser les résultats et faire ressortir les éléments qui étaient les plus saillants et évidemment les plus catchy parce que vous le remarquez, on avait pris le parti de faire un poster, alors on va le dire poliment, piège à clics. L'idée vraiment c'était de faire un poster qui attire l'œil et de faire en sorte que les gens, lors du congrès de l'IFLA, viennent nous voir et viennent discuter avec nous. La 5e étape, donc après l'analyse des résultats, c'était évidemment, donc là, c'est une partie, qui nous a beaucoup facilité le travail, c'était d'avoir la chance de pouvoir demander à une graphiste de notre entourage de mettre en forme, le sujet et les résultats. Donc tout ce qu'on vient d'évoquer auparavant sur, comment bien faire un poster, on a eu un élément facilitant. Donc ça, c'était notre 5e étape et la 6e étape, de ce poster à succès, c'était d'aller à l'IFLA et de laisser la magie du gros chat noir opérer. Donc on dit la magie du gros chat noir, c'est que comme ça a été, souligné par des collègues auparavant, on avait fait quelque chose on a demandé quelque chose de visuellement très attirant, de façon à ce que les gens aient à la fois envie d'aller lire le poster, donc d'aller lire un peu tout ce que vous voyez, sur notre poster, mais également viennent discuter avec nous au cours des poster sessions du congrès. Donc ça a très, très bien fonctionné. On a pu échanger avec, beaucoup de gens.
On a pu, on a pu exposer le petit sujet de notre enquête. On a pu également, qui était notre but, diffuser entre guillemets l'enquête, c'est-à-dire envoyer les questions pour que d'autres pays la diffusent. Bon, là-dessus, on n'a pas eu beaucoup de retours sur est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que vraiment l'enquête sur les bibliothécaires et les chats a connu une mondialisation? On n'en est pas sûr à 100 mais en tous les cas, on a eu des retours là-dessus et en tous les cas, le poster a eu beaucoup, beaucoup de succès. Malheureusement, on n'a pas gagné le prix du poster, le prix du meilleur poster. Ça, c'était un peu une petite déception de notre côté. Mais donc il y a eu un grand succès auprès du public et coïncidence ou pas, on ne pourra jamais le savoir. L'année suivante, au cours du congrès de l'IFLA, il y a eu un prix du public qui a été ouvert pour les posters. Voilà. Donc la recette pour un bon poster, selon nous, c'était un bon sujet, donc décalé mais pas trop, les bonnes personnes et une bonne mise en forme. Voilà pour nous, j'ai été un peu rapide, mais c'était surtout pour vous donner envie d'aller, ouvrir, ouvrir ce poster-là. C'était parfait et pile dans les temps. Laure, merci beaucoup. Et bien maintenant, je vais inviter Antoine à me rejoindre sur scène pour le dernier retour d'expérience de ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat. Je les garde sous la main et on pourra les poser aux différents intervenants juste après la présentation d'Antoine. Bon, eh bien, en attendant qu'Antoine monte sur la scène, Laure, on a une petite question vis-à-vis de ton poster. On nous demande s'il y a une version de Cat People en langue française, une version du poster en langue française. Donc, il existe en français. Est-ce que tu as le lien que tu pourrais éventuellement mettre dans le chat? D'accord, merci beaucoup. Et on a une autre question. En attendant, Antoine, si quelqu'un peut définir visuellement intéressant. Eh bien, on répondra à ça après, Antoine. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup. Alors, attendez, je mets un minuteur pour ne pas dépasser. 5 minutes. Oui, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Antoine Thorens, je suis directeur de l'Institut français d'Algérie à Constantine. Donc, je ne travaille pas en bibliothèque actuellement, mais je suis bien professionnel des bibliothèques. J'ai travaillé quelques années en BU à l'Université Dauphine, j'ai travaillé quelques années en bibliothèque publique à Compiègne, et donc maintenant je travaille pour le ministère des Affaires étrangères, mais rien n'est définitif. Dernier point, je suis impliqué au CFIBD et à l'IFLA depuis 2014, depuis le congrès de Lyon de 2014. C'était à ce moment-là que j'ai découvert les posters. La première fois que j'ai entendu parler des posters, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de ringard? Philippe Ollon, qui est actuellement président du CFIBD, m'a dit, mais non, tu verras, c'est un des trucs les plus intéressants. Et de fait, c'est un des trucs les plus intéressants. Et du coup, je vais juste vous présenter 3 posters qui sont des posters qui ont compté pour moi. Le premier poster, c'est un poster que vous pouvez voir qui s'appelle « Les pratiques de lecture des enfants dans un monde devenu numérique ». Graphiquement, moi, je ne l'ai jamais trouvé extraordinaire. Ce n'est pas tellement le style que je préfère, mais en fait, c'est efficace. Pourquoi? Parce qu'il explique très vite de quoi il s'agit. Et en fait, c'est un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est des résultats de recherche. Une vraie recherche faite par un think tank danois qui, en gros, donc c'était en 2018, et il disait on a pensé dans les années 2000 que le livre allait mourir et que la lecture allait mourir, et en fait, non. Sauf qu'en fait, un peu quand même, puisqu'on s'est rendu compte lors de l'enquête en 2016-2017
que certes, la pratique de la lecture de livres continuait, mais qu'en fait, il y avait un décrochage dont on s'apercevait seulement à ce moment-là, parce que les digital natives, donc ceux qui sont nés, qui ont toujours connu Internet, en fait, ils arrêtent brutalement de lire, alors pas tous, mais statistiquement, dès leur sortie du système scolaire et universitaire. Et donc, pourquoi je voulais montrer ce poster? Parce qu'en fait, c'était la première étude que j'ai vue sur ce sujet. En France, ces études-là, ou sur ce décrochage un peu générationnel vis-à-vis de la lecture de livres, on l'a eu plutôt vers 2020, voire 2021. Et donc, le fait de l'avoir en 2017-2018, ça permettait de gagner plusieurs années dans sa réflexion professionnelle. Peut-être que vous trouvez que c'est anecdotique, 3 ou 4 ans sur ce type de connaissances, mais quand on travaille en bibliothèque de lecture publique, quand on dirige un établissement de lecture publique et qu'on doit décider de politique de lecture publique, moi je trouve ça très important d'avoir ce genre de tendance tôt. Et du coup, je ne sais pas comment passer la slide. Merci. Non, celle d'avant. Ça, c'est un deuxième poster. C'est celui qu'on a fait cette année avec mon équipe à l'IFLA. On n'était pas complètement satisfait, mais en fait, le poster, il a bien atteint son objectif, qui était de parler d'une expérience de compétition de e-sport, de compétition de jeux vidéo semi-professionnels qu'on a organisée au sein de la bibliothèque de l'Institut français de Constantine. Et le but, c'était à la fois de donner la méthode et de montrer que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant et pertinent dans une bibliothèque. Sur le graphisme, je me dis qu'on aurait pu être moins chargé, qu'on aurait pu être... et puis, je me dis que pour le prochain qu'on fera, je suivrai les conseils de Raphaël et on essaiera de plus raconter une histoire. Mais en tout cas, ça atteint son objectif de montrer ça et puis aussi d'attirer des échanges avec les personnes du congrès et notamment de discuter sur une chose que vous pouvez peut-être voir sur le poster, qui était un échec de notre projet, puisqu'on parlait des aspects négatifs qu'on ne montre jamais. Quelqu'un en parlait dans le chat. Qui est le fait qu'il n'y a que des garçons. Parce qu'en fait, on a fait une compétition où il y avait des femmes qui ont participé, mais il se trouve qu'en finale, c'était que des garçons, ce qui est un vrai problème. Et donc, ça ne nous a pas conduit à annuler les compétitions, mais par contre, on a organisé des webinaires sur le sujet et on réfléchit fortement sur cette question. On a trouvé des pistes d'action. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire qu'elles sont couronnées de succès, mais voilà. Donc, c'était un poster qu'on a présenté avec mon équipe. Et la dernière slide. Merci beaucoup. C'est juste pour vous donner un exemple. Alors, on a parlé du poster de Laure et de ses collègues qui n'a pas gagné le prix de l'IFLA. Ça, c'est le poster qui a gagné le prix du public cette année, qui est un poster de la bibliothèque de Selangor. En 2 mots, la bibliothèque de Selangor, c'est une bibliothèque très très intéressante qu'il faut toujours suivre parce qu'ils sont très riches, pas seulement en argent. Alors il se trouve que le sultan de Selangor adore les bibliothèques, donc ils sont bien dotés, mais ils ont aussi une formidable équipe dirigée par Madame Mastoura. Ils ont toujours plein de posters au congrès de l'IFLA, toujours très colorés, toujours très jolis. Moi, c'est pareil, c'est pas forcément mon style graphique préféré, mais là, vous voyez, c'est sur un projet assez original. Et c'est le poster qui a eu le prix du public. Voilà. Donc, c'était pour vous donner un peu des exemples supplémentaires venus du congrès de l'IFLA pour vous encourager à participer aux congrès internationaux, que ce soit l'IBER, l'IBIDA, l'IFLA, les autres. On espère qu'un jour, au congrès de l'ABF, au congrès de la LDBU, je crois que c'était le cas à certaines occasions, et on espère qu'au congrès de l'ABF, il y aura bientôt une session de poster. Sinon, pour les bibliothèques de bibliothèques publiques qui sont présents aujourd'hui, on a peu parlé de bibliothèques publiques. N'hésitez pas à faire du lobbying auprès de l'ABF pour que ça arrive. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci Antoine pour la technique, c'était parfait. Donc juste avant que tu montes sur scène, on avait une question qui était est-ce que l'on peut définir visuellement intéressant? Et du coup, je me demandais si toi ou un des autres intervenants qu'on a pu avoir aujourd'hui serait à même ou serait tenté de répondre à cette question de qu'est-ce qu'on considère de visuellement intéressant pour un poster? Je ne sais pas ce que veut dire visuellement intéressant. Moi, j'ai tendance à être obsédé par le fait que les choses soient intéressantes. C'est un des trucs avec lesquels je saoule, notamment les boursiers du CFIBD, les boursières, pour qu'elles ne fassent pas un rapport, mais un article qui parle à la communauté et qui apporte vraiment quelque chose à la communauté professionnelle. Après, visuellement intéressant, c'est peut-être
plutôt une question d'originalité ou de quelque chose de marquant et qui attire le regard. C'est peut-être Laure qui pourrait nous en parler, mais Raphaël. Je vois que Raphaël est monté sur scène, donc. Bon, vous m'entendez à nouveau? Ouais, ok. Je sais pas qualifier ce qui est intéressant, voilà, déjà, de base. Parce que dans les congrès internationaux, on se rend compte que c'est très. Enfin, moi, souvent, c'est des choses qui m'échappent. Les posters qui gagnent, par exemple, sont souvent pour moi des posters qui m'échappent. Tout à l'heure, j'ai parlé de désir. Et il y a des gens qui vont être très marqués par le fait que le poster a éveillé leur attention, leur a donné envie d'essayer des choses, etc. A retenu aussi, s'inscrit dans la mémoire. Moi, je me rappelle d'un poster que je trouve en même temps super moche, mais c'est des collègues, non, je ne sais plus. Je crois que c'est des collègues malaisiens. Je ne sais pas si tu te rappelles, Antoine, mais chaque année, les collègues malaisiens, ils faisaient des posters à l'IFLA qui étaient des posters en 3D. Alors, Oui. pas avec une imprimante 3D, hein, mais c'est vraiment avec du carton, du papier mâché, là, vous savez, voilà. Et donc, il y en avait un où il y avait un arbre, il y avait un singe dessus. Il y en avait un autre où c'est un bibliobus qui sortait un peu du poster. Moi, je trouvais ça à la fois très laid et en même temps, ça manquait de tout ce que moi j'aime bien, c'est-à-dire comprendre quelles difficultés ils avaient eues. C'était de la com, quoi. C'était genre, voilà. Mais les collègues étaient fans, archi fans. Voilà. Je pense que c'est parce que ça retenait leur attention qu'on y allait, etc. Et visuellement, du coup, j'imagine que pour eux, c'était intéressant. Et en même temps, ces posters, moi, ils m'ont marqué. Je me rappelle que c'est les Malaisiens, je me rappelle de quoi ils parlaient, etc. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'il faut voir aussi les choses dans le temps, etc. Et après, pour moi, quelque chose qui serait, encore une fois, intéressant, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui serait visuellement marquant, je pense que c'est vraiment important de travailler sur cette hiérarchie de l'information pour pouvoir se dire, ah bah tiens, là, j'ai envie d'y aller, et mon intérêt est, vous voyez, titillé, quoi. Voilà. Et donc, j'ai envie d'y aller. Et pour ça, il faut travailler sur des titres qui sont un peu catchy, des images qui sont catchy. Et le poster de Laure, par exemple, et Mathilde et Camille, notamment, il y a ce chat qui nous regarde et qui nous appelle, il y a le jeu de couleurs. Voilà, on a envie d'aller voir de base, quoi. Pas juste parce qu'on aime les chats, parce qu'on est bibliothécaire, mais on a envie d'aller voir. Il y a un super travail d'une graphiste derrière. Donc, voilà, on a ce truc-là qui fait que on a le désir, et puis après, éventuellement, on reste ou pas, quoi. Oui, c'est ce que Cécile redit aussi dans le chat, que c'est bien que ça raconte quelque chose qui retient l'œil et ensuite on approfondit. Et je voudrais compléter ce que dit Raphaël sur le fait que c'est vrai visuellement et intellectuellement que les congrès internationaux, ça sert à ça. Ça sert à rencontrer des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les mêmes trucs et qui sont capables de se passionner pour des sujets qui nous semblent absolument sans intérêt et présentés d'une manière inintéressante. Et c'est aussi une vraie éducation de ce point de vue-là. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses. A priori, on n'a pas d'autres questions dans le chat, ce qui finalement est pas si mal parce qu'il est 17h, bientôt 25, et on était censé finir à 17h30. Donc, je vais inviter Éléonore à monter sur scène à nouveau pour le mot de la fin, et je vais remercier de nouveau les différents intervenants qui étaient là aujourd'hui, mais aussi évidemment tous les participants. Éléonore, c'est quand tu es prête. Eh bien, normalement, tu devrais avoir un bouton « Monter sur scène ». Ah, J'ai reçu une invitation qui me permet de le faire, mais le bouton lui-même, je ne sais pas où il est. Bon, mais j'espère que tout le monde est dans mon cas. Moi, je viens de passer 1h30 absolument passionnante. Donc, merci à vous tous. Je sais pourquoi je ne suis pas graphiste et que je suis plutôt bibliothécaire, mais tout d'un coup, ça me donne un peu d'espoir. Et je retiens aussi cette proposition, parce que je suis aussi à l'ABF d'Antoine, d'aller militer pour que ça arrive aussi en lecture publique. Et le commentaire de Cécile qui disait qu'ils s'en servent aussi de ce format-là dans les réunions de service. En fait, c'est tellement évident de pouvoir
partager de l'information d'une manière rapide, d'une manière efficace. Et puis après, j'ai entendu plein de mots que j'adore. Raconter des histoires, bah oui, évidemment. Le désir. Enfin, merci Raphaël. Merci à tous. Très éclairant, très intéressant. Le prochain webinaire du CFIBD aura lieu à la fin du printemps 2026, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur notre site et n'hésitez pas non plus à nous écrire pour exprimer vos besoins parce que ça peut aussi nous affiner la construction du programme de webinaire que nous construisons. Voilà, donc c'est cfibd@gmail.com. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux et donc via le site. Merci. C'est incroyable. Il me resterait 4 minutes pour parler. C'est pas nécessaire. Donc, je vais cesser là le récit des posters et je vous remercie tous pour votre participation. Et à bientôt et très bonne année, bien évidemment.